Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café. C'est l'épisode dans lequel il y a des infos qui sont peut-être moins incontournables que les infos hebdomadaires. Quoique, vous allez voir, c'est diablement captivant. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de retrouver le responsable du conducteur de cet épisode. Une fois de plus, c'est Guillaume Podjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais oui, mais écoute, très bien pour cet épisode qu'on a décidé qu'il sera supplémentaire, celui-là, voilà. Exactement, celui-ci, il est désigné comme étant supplémentaire, alors qu'en fait, plus le temps passe, plus on peut se rendre compte que la structure est un peu, la même sur les visiteurs. En fait, vous avez 2 Tech Café par semaine, on peut se l'avouer maintenant. Il y a une nouveauté, Guillaume, mais je te la dis qu'à toi, je le dis pas à nos auditeurs, c'est que le précédent épisode, j'ai pas activé l'enregistrement backup. Donc à tout moment, si tout avait planté, on aurait dû faire comme à une époque, réenregistrer la totalité de notre épisode. Ce n'est pas le cas pour cet épisode supplément, je te rassure, je viens de lancer l'enregistrement backup et donc on peut tranquillement, avec filet, se lancer dans nos news. Mais avant, je me dois de vous rappeler bien évidemment, comme d'habitude, à quel point c'est vital pour nous. Vital peut-être pas, important d'aller sur patreon.com/techcafé et d'envisager de nous soutenir et de profiter du flux du podcast qui vous permet d'écouter les épisodes sans la pub, d'accéder au chapitrage des épisodes, mais aussi et surtout de nous récompenser pour le travail qui est mené et la veille qui est réalisée, qui vous est amenée d'une manière la plus divertissante et la plus satisfaisante, j'espère qu'il soit. Et bien évidemment, je vous rappelle pas les incontournables, mais n'oubliez pas les petits avis sur Apple Podcast, Podcast Addict et les échanges sur Discord. Guillaume, sans autre forme de procès, il y a une grosse rubrique matos et de matos avec des composants. On va traiter de tout ça ensemble avec les Raptor Lake, avec Intel, plein de sujets hyper intéressants, le 3 nanomètres chez Samsung. Mais avant tout, tu voulais nous actualiser un petit peu autour de Starlink qui part dans une nouvelle version. Alors c'est pas Starlink, hein, mais le même principe que la connexion à Internet par satellite type Starlink pour la Chine. Je fais une petite parenthèse pour dire que j'ai une collègue qui se retrouve dans un endroit, Guillaume, complètement paumé. On lui a vendu la DSL. En fait, il y a rien. Il y a même pas. Enfin, ils lui ont fait un premier accordement, mais en gros, elle a rien. On peut même pas regarder la télé. Enfin, c'est vraiment le cauchemar. Elle a commandé son Starlink. Et ben, elle est hyper satisfaite de la connectivité. C'est vraiment quelque chose qui commence au cas par cas à se démocratiser dans certaines situations où l'accès à Internet est plus difficile. Et évidemment, j'imagine qu'en Chine, ça doit être quelque chose qui doit être attendu par une partie de la population, Guillaume. Ouais, mais surtout, tout le monde veut le sien, parce que voilà, il aura échappé à personne que la mondialisation, c'est le village global, tout ça, c'était plus trop à la mode, ou alors en restant dans des gros blocs qui se détestent entre eux, qui se tirent la bourre. Et donc, dernier truc en note, ouais, la Chine, elle aussi, elle veut son Starlink à elle, sa constellation Internet par satellite, qu'elle déploierait bien sûr pour elle-même, mais aussi pour le monde entier. Enfin, la partie du monde entier qui en voudra, c'est-à-dire pas l'un autre. 2 parties, malheureusement. Enfin, malheureusement. Non, cette division est malheureuse, je dirais. Mais bon, voilà, ça fait un moment que c'est dans les tuyaux, mais ça a l'air de bouger. Donc, il y a une entité qui s'appelle Réseau National qui a été créée pour chapeauter tout ça. Bon, en fait, c'est un nom chinois, c'est Guo Wang. Mais bon, de toute façon, c'est sans accent dans l'article. Et je suppose que avec les accents qu'on peut mettre, ça peut vouloir dire 45 choses différentes, du truc comme passe-moi les chaussettes ou zut, il n'y a plus de biscottes. Donc, voilà, on va se contenter de Réseau National, hein. Et bon, comme le laisse présager le nom, tout ça serait géré par l'État chinois. À la différence des réseaux occidentaux, qui sont des réseaux privés, hein, comme Starlink évidemment, ou OneWeb, ou Kuiper, etc. Et donc, il est possible qu'il y ait à terme une filiale plus ou moins privée chargée de gérer tout ça, mais c'est vu comme un atout stratégique, l'espace. Et le parti va certainement pas lâcher ça complètement. Donc le projet part sur 13 000 satellites qui devraient couvrir le monde entier, même les zones les plus reculées, qui sont loin d'être encore toutes couvertes d'ailleurs par Starlink, hein, On s'attend aussi à ce qu'un tel service soit proposé à de nombreux pays d'Afrique, d'Amérique latine ou asiatique. Starlink, c'est très majoritairement américain pour le moment. Je crois que c'est plus de 88% des utilisateurs qui sont américains. Il serait à terme un truc occidental, hein, en France c'est accessible, mais se dessine assez clairement une concurrence potentielle Est-Ouest, aussi donc au niveau de l'Internet par satellite. Et bien sûr, c'est d'autant moins anodin qu'il y a peu de chances qu'un Internet proposé par les Chinois soit moins contrôlé et censuré dans l'espace qu'au sol. Un contrôle qui, par ailleurs, pourrait ne pas déplaire à certains futurs clients. C'est quand même la Biélorussie, le Pakistan, le Venezuela qui se sont déjà montrés intéressés par le projet. Le secteur spatial chinois est en plein essor, il y a plein de startups qui se rêvent en SpaceX local. Le gouvernement chinois les encourage à fond et certainement va garder un œil sur eux très attentif, parce que l'espace, c'est vraiment trop important. Mais bon,
L'espace, c'est pas facile, donc on verra celles qui vont réussir. C'est pas facile, hein, et d'ailleurs, en attendant, la NASA, elle aussi, elle a des soucis. Voilà. Pour conclure cette petite section espace sur une info marrante, alors c'est marrant parce que c'est pas nos impôts à nous qui sont ça te ferait moins rire. Ça ferait moins rigoler. Mais bon, la NASA, elle s'est tout emmêlée les licences dans ses logiciels. Alors je sais pas, elle a mal rangé ses DVD tout en bordel, elle trouve plus les codes, à tel point qu'elle préfère tout racheter, même si elle n'a pas vraiment besoin. Résultat, rien comme produit Oracle, elle a payé inutilement 15 millions de dollars de licences logicielles. Finesse. Entre les pénalités, parce qu'elle a oublié de renouveler les trucs, et l'achat compulsif terrorisé à l'idée justement qu'on l'audite, eh ben c'est quand même 35 millions sur 5 ans qu'elle aurait pu économiser. Mais bon, pour ça, il faudrait qu'elle fasse ne serait-ce que semblant d'avoir une vraie politique de gestion de ses logiciels. L'inspection qui a repéré tous ces soucis, l'a qualifié gentiment de basique. Bon, après, quand tu vois le prix de la SLS, tu comprends que 15 millions de plus ou de moins en software, bon, c'est pas si terrible. C'est assez dingue quand même de regarder le montant que ça peut représenter. Tant pis pour eux, ils avaient qu'à bien ranger leur clé de licence et leur DVD. On va aller faire un tour du côté de chez Samsung pour commencer à parler un petit peu de processeurs et de composants, qui est sur le 3 nanomètres, mais qui améliore son process, Guillaume. Bon, on était inquiet pour le petit Samsung quand même, hein. Il nous faisait faire des cheveux blancs, lui. Hein, ce gamin là a galéré sur ses derniers examens. J'en ai déjà trop. Bah oui. Non, franchement, les notes qu'il avait au 3 nanomètres, elles n'étaient pas formidables, hein. Il y avait 10% de rendement, c'était les premières chaînes de fabrication. C'était quand même inquiétant pour la suite, mais voilà, le petit s'est repris. Quand tu y penses, ça fait quand même 9 trucs que tu mets à la poubelle sur les disques que tu sors, c'est quand même pas beaucoup. Et ouais. Et heureusement, donc, ils sont remis à plancher, il a bossé dur. Et il vient de ramener des résultats qui font plaisir, puisque c'est désormais 80%. Ça y est, sur les nouvelles chaînes. Donc autant dire que voilà, il a bien grandi, le petit. Il est prêt à voler de ses propres ailes. Maintenant, le souci, c'est qu'il va falloir qu'il se fasse des amis. Parce que voilà, c'est pas tout d'être bon aux études, hein, il faut se socialiser aussi. Et bon, Qualcomm, par exemple, il était un peu grognon, là. Il disait, moi, le 3 nanomètres, c'est trop cher, on n'est pas des vaches à lait, tout ça. Bon, là, Samsung va pouvoir proposer une alternative crédible à TSMC. Et il devient envisageable que Qualcomm et même Mediatek fassent le grand saut du 3 nanomètres. Bon, alors que tu vois, Mediatek, par exemple, souvent, c'est des processeurs un peu moins chers, donc c'est pas évident qu'ils utilisent des process aussi modernes, on va dire. Donc pour l'instant, c'est la chasse gardée d'Apple, le 3 nanomètres. Hein. Apple qui est cul et chemise avec TSMC, donc lui, il a aucune chance qu'il change de crèmerie pour le moment. Donc Samsung va donc sans doute commencer sa production de masse en 2024, et l'incertitude de long terme sur Taïwan est un autre argument en sa faveur. Donc ça va peut-être l'aider à gagner des parts de marché, parce que là, il plafonne à 16% pour le moment. TSMC, lui, c'est le gars populaire, hein, tout le monde veut être son pote, et voilà, lui, ça lui va bien d'ailleurs. C'est une véritable attention freak. Hein. À peine Samsung a commencé à sortir la tête de l'eau, qu'il se sent déjà menacé, la rumeur court qu'il envisage de baisser les prix de son processus N3 pour ferrer le plus de clients possible. Alors, rien n'indique qu'Apple, c'est son sugar daddy un petit peu, va se désintéresser de lui pour autant, mais bon voilà, il aimerait quand même bien diversifier le plus possible, parce que le N3 coûte très cher à fabriquer, hein, c'est quand même 20 000 $ par wafer. C'est un processus qui est super complexe, il y a 25 étapes, chacune utilise des machines super compliquées, super chères, à tel point que d'ailleurs il a mis au point une variante un petit peu moins coûteuse qui a seulement 19 couches. 19 couches à ultraviolet extrême. Et TSMC voit passer, avant tout le monde, évidemment, le ralentissement des ventes d'ordinateurs et de téléphones portables. Donc cette année, le patron prévoit une baisse de chiffre d'affaires de 3%. C'est quand même incroyable, une baisse de chiffre d'affaires pour TSMC. C'est un truc... Donc dès le premier trimestre, il prévoit une stagnation, voire une baisse d'1 milliard de dollars. Bonne nouvelle quand même, les clients migrent peu à peu sur des process un petit peu plus sophistiqués, donc un petit peu plus chers. Donc le nombre de commandes sur N7 a baissé de 22%. Il a baissé à 22%, pardon. 22% du total, alors que le N5 représente désormais 32% du volume. Et ça, c'est bien, parce qu'évidemment, voilà, le N7, c'est beaucoup moins cher. Alors, il a plein de process qui sont encore plus vieux que ça, et donc voilà, il y a encore énormément de clients. Mais voilà, lui, il veut des clients comme ça, il veut des clients qui achètent du luxe, qui achètent du cher. Donc il faut plein de clients qui achètent du 3 nanomètres, des gros clients avec des gros portefeuilles, comme AMD et Nvidia par exemple. Alors évidemment, il faut continuer comme ça avec le 2 nanomètres, et le 2 nanomètres, il est prévu pour 2025 en production de masse, donc voilà, si tout va bien. 20 000 $ le wafer, hein, c'est ça, c'est ouais. Pour se donner un aperçu de la taille, enfin je sais pas, le prix au millimètre est absolument dingue. Enfin bon bref, écoute, on fera un calcul savant une autre fois. Et c'est la souveraineté qui guide un petit peu aussi forcément les décisions en matière de production. C'est le Japon qui voudrait avoir un petit peu plus de puces qui seraient faites sur son territoire, Guillaume. Et oui, parce que voilà, c'est à la mode. Tout le monde va avoir des usines de semi-conducteurs chez lui et subventionne pour. Voilà, même ceux qui les ont déjà toutes en fait, hein, puisque même Taïwan subventionne le secteur, c'est pour te dire. Ah bah oui. Taïwan qui en a vraiment besoin, franchement, je sais pas, peut-être pas. N'empêche que bon, le gouvernement va faire quand même des cadeaux fiscaux à TSMC et ses amis. C'est une belle manière de fêter l'année du lapin, faut le dire.
Donc 50% de remise fiscale sur les frais de R&D, ça se refuse pas. Il y a même 50% de plus de ristourne sur les frais de matos, donc c'est vraiment royal. Et bon, pendant que Taïwan est occupé à surconsolider un secteur déjà super solide, il y en a qui veulent rattraper un peu le temps perdu, comme le Japon. Parce qu'à une époque, souvenez-vous, le Japon, le Made in Japan, c'était courant, souvent c'était synonyme de qualité. Dans les années 80, le Japon, c'était la deuxième puissance économique mondiale. 6 des plus grosses banques étaient japonaises. Et c'était même le plus gros producteur d'acier à l'époque. Et bon, jusqu'à dans les années 90, c'était courant d'avoir des appareils avec des puces qui étaient designés et fabriqués intégralement au Japon. Aujourd'hui, c'est fait à Taïwan, comme pour à peu près tout le monde. Donc c'est plus de 20 ans de perdu qu'il faut rattraper. Et le Japon donc va, disons, faire son propre Chips Act à lui. Et ça s'appelle Rapidus. Ouais, Rapidus. C'est naze. Ouais, on dirait un nom de méchant de Minus et Cortex, je sais, mais ça recouvre quand même un plan d'investissement à 36 milliards de dollars. Et donne 500 millions de subventions sur 10 ans pour un consortium qui regroupe à peu près tous les grands noms japonais, Sony, Toyota, SoftBank et compagnie. Le but, c'est d'avoir une production sur place de puces à 2 nanomètres, donc c'est le futur process star de 2025, globalement, si tout va bien. Dans l'immédiat, le Japon se félicite déjà d'avoir attiré TSMC au Japon. Donc ils vont y construire une usine de 8,6 milliards de dollars. Donc ils ont l'espoir que le savoir-faire infuse, comme ça un petit peu l'économie et l'industrie locale, et ça pourrait initier une production purement japonaise. Alors c'est un plan de la dernière chance, pour que le Japon revienne sérieusement dans le game du semi-conducteur. Ouais. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Atsuyoshi Koike, c'est le président de la nouvelle entité d'ailleurs qui est en charge du projet. Ça sera pas facile. Par le passé, ça a déjà foiré. Elpida, souvenez-vous, c'était une boîte de mémoire, donc ils faisaient de la RAM. Et elle a fait spectaculairement faillite en 2012, en croulant sous les dettes d'ailleurs. C'était une boîte sponsorisée par le gouvernement qui injectait des fonds justement pour rester pour avoir une présence industrielle. Bon, en tout cas, la tendance est globale. Tout le monde veut réindustrialiser depuis la crise sanitaire. Donc voilà, l'argent c'est bien. Après, évidemment, il faut aussi les talents. Parce que les cerveaux fuient depuis tellement longtemps que maintenant, il va falloir les retenir. Et puis, il faut évidemment commencer par les former, quoi. On enchaîne avec toujours des infos autour des processeurs et avec les Raptor Lake, Guillaume, ça se passe plutôt pas mal là, sur les perfs. Ouais. Alors, Intel, disons, c'est vraiment un truc sur Intel qu'on va faire là parce qu'il y a quelques news effectivement avec Raptor Lake. Et Raptor Lake, il court toujours plus vite, il court, à condition d'avoir le fou au train quand même un petit peu. Donc, son nouveau, entre guillemets, processeur i9 13900KS atteint 6 GHz sans rien faire. Enfin, je veux dire, sans rien faire, c'est que vous n'avez pas l'overclocké, quoi, de base. Enfin, évidemment, il faut le ventiler très très soigneusement. Alors, parce que comme on peut le deviner subtilement, le 13900KS, c'est une amélioration du 13900K qui consomme tout simplement 25 watts de plus et qui va un peu plus vite et si on arrive à le garder relativement frais, quoi. Bon, ça va pas parler 8 jours, c'est à peu près, parce que sinon c'est le même, donc voilà. Mais bon, plus intéressant, les Xeon Sapphire Rapids, donc les Xeon SP, sont officiellement sortis. Donc ça, par contre, c'est des puces super pro, qui sont le tout nouveau fin du fin chez Intel. Et, ça arrive sur le marché, c'est un marché qui est nettement plus compétitif que ce à quoi le géant bleu est habitué. Donc il y a eu de nombreux retards. Les Xeon SP sont arrivés très en retard, ça n'a pas aidé quand même non plus. Parce qu'Intel est toujours majoritaire sur les serveurs, mais beaucoup moins qu'avant. C'est pas ultra étonnant, étant donné que les EPYC d'AMD offrent globalement plus de cœurs pour moins cher, et qu'ils consomment moins d'énergie. Et que c'est un peu la même chose d'ailleurs pour les gravitons d'Amazon, ou pour les ampères. Voilà. Et au niveau du prix, on se demande, la version 60 cœurs du Xeon coûte 17 000 $. C'est quand même pas mal. Alors les puces pro c'est cher, faut pas déconner, mais bon, côté AMD, un EPYC 96 corps coûte 11 800 $. C'est quand même 5 000 $ de moins. Pour, oui, vous l'avez remarqué, significativement plus de cœurs. Bon, si on fait le calcul d'ailleurs, en prenant deux puces assez analogues, par exemple l'Intel 8468 et l'AMD 9454 qui ont chacun 48 cœurs, on est sur du 150 $ par cœur pour Intel sur du 108 $ par cœur sur AMD. C'est fait à la louche, Faudra factoriser les scores des benchmarks et tout, mais bon, la tendance est bien là si tu veux. AMD a un avantage, d'autant qu'il consomme significativement moins, dans les 40 serveurs sur un serveur dual socket. Donc qu'est-ce qui reste à Intel ? Comment il va lutter finalement ? Parce que là, il y a quand même un gros souci. En fait, il lutte de 3 manières principales. Donc premièrement, ils ont des cœurs qui sont reliés par un réseau qui est plus dense et plus rapide, et qui permet une latence minimale entre les cœurs. C'est pas gratuit, c'est plus contraignant, c'est moins facile du coup de rajouter plus de cœurs. Par contre, c'est quand même utile dans les applications de très grosses bases de données où il faut une latence minimale entre les cœurs, entre les données qui transitent sur les cœurs. Ensuite, ils sont les seuls à proposer des cartes qui sont des cartes mères pour faire des serveurs octoprocesseurs.
Alors parce que c'est vrai qu'Intel met moins de cœurs par processeur. Par contre, tu peux mettre plus de processeurs par serveur. Certains ont des cartes mères avec 8 sockets, donc, ce qui fait qu'au total, il y a plus de cœurs par serveur, par lame, que sur une solution 2 sockets en AMD, même s'ils proposent plus de cœurs par puce. Donc un serveur complètement rempli, quoi, full total brutal, ça peut aller jusqu'à 480 cœurs et 960 threads donc sur une seule lame. Alors que chez Ampere ou AMD, on aligne plus de cœurs par processeur, oui, mais on n'en met que 2 par lame. Donc du coup, ça veut dire 192 cœurs max chez AMD, 256 chez Ampere. Évidemment, ça va vous coûter un bras, hein, voire 2 bras ou 3 bras. Oui, je vais dire autre chose, mais c'est possible. Oui. C'est possible de le faire. Et on ne fait pas mettre le mention explicite sur le podcast. Non, voilà, c'est pour ça, je me suis rattrapé, heureusement. Mais non, mais par contre, je risque de dire d'autres trucs plus tard. Donc. Mais bon. Attention. En tous les cas, voilà, donc c'est possible si on veut faire des gros serveurs super chers. On peut faire des serveurs plus denses chez Intel si on veut. Alors, la dernière manière de se distinguer, c'est celle des accélérateurs. Et ça, c'est la manière qui est un peu la plus chiante, faut le dire. Puisque Intel intègre des unités de calcul supplémentaires et propriétaires sur les Xeon qui accélèrent certaines tâches. Alors, on connaît ça depuis le MMX, le SSE et compagnie, en fait. Ils introduisent des nouveaux trucs. Et dernièrement, il y avait l'AVX 512. Ça permet d'accélérer les calculs si on les utilise. Et c'est pas automatique. C'est pour ça que c'est chiant. Donc les nouveaux Xeon SP, ils ont une ribambelle de nouvelles instructions. Ils ont AMX, QAT, IAA, DSA et TDX. C'est génial tout ça. Alors AMX, qu'est-ce que c'est? C'est l'AVX pour les matrices, qui prend en charge aussi le format 16 bits en float, ce qui rend les Xeon crédibles comme machine pour faire du deep learning. Dans une certaine mesure, faut pas non plus exagérer. Mais quand même. Après, il y a le QAT et le IA. Bon, en fait, c'est des opérations c'est des instructions qui accélèrent les opérations de chiffrement et de compression, ainsi que diverses autres opérations, comme le hash par exemple, la recherche de motifs de données. Le TDX est pour la sécurité des virtualisations. Bon, tout ça, ça a du potentiel, hein, mais ça demande des logiciels optimisés Intel. Et pour finir, les Xeon SP sont aussi équipés de DDR5 et de CXL, mais bon, ça c'est après tout le monde, donc c'est pas vraiment un atout. Mais c'est quand même du coup, et voilà, effectivement, que penser de cette position, de la position d'Intel? Ça dépend un peu, tu vois, parce que Intel reste pertinent sur certains sous-ensembles de tâches, sur les bases de données, sur les tâches qui se prêtent bien aux accélérateurs, pour lesquelles il faut quand même transpirer un petit peu, hein. Mais pour le tout venant, a priori, il n'y a pas vraiment de raison d'aller chercher autre chose que de l'AMD. Donc il y a un vrai danger pour Intel que la tendance s'inverse. La tendance actuelle s'inverse, c'est que le choix par défaut soit AMD, et qu'on prenne Intel après mûre réflexion, pour des niches en quelque sorte. Et en l'état actuel des choses, la dynamique dont joue AMD sur le secteur pro risque de durer. Ouais, c'était plutôt le raisonnement que tu faisais, c'était peut-être plutôt l'inverse il y a de ça quelques temps, donc du coup oui, c'est un sacré changement pour eux. On va voir comment ils vont suivre tout ça et comment ils vont s'adapter forcément de leur côté. Et puis pendant qu'on est dans la surenchère des machines, Guillaume, tu nous parles un petit peu de solutions qui nécessitent quand même des services quand même importants, la fibre et de quoi avoir des serveurs dans le chauffe-eau, Guillaume. Ben oui, écoute, l'Angleterre, c'est un pays de tradition, mais qui sait tout de même vivre avec son temps, tu vois. Regarde l'âge de départ à la retraite. Tu vois, là-bas, je te connais pas. Ben là-bas, c'est 65 ans en 2019, il est passé à 66 en 2020, ça sera 67 en 2028, 68 en 2037, tu vois, ils sont avant-gardistes. Ouais. Et oui, de même, au pays de son désormais gracieux majesté, il y a une loi qui prévoit que tout nouveau bâtiment devrait être relié à la fibre. Et attention, la fibre gigabit minimum. Comme ça, même si tu peux pas te payer un Toubib, tu pourras toujours aller sur Doctissimo, tu vois, ou regarder un documentaire YouTube sur comment t'arracher toi-même cette carrière avec une porte, une ficelle et un bourbon. Et en 4K. Donc voilà, donc si ensuite tu pourras prendre une douche pour laver tout ce sang avec de l'eau chaude gratuite, entre guillemets, chauffée avec de la chaleur de serveur. Le serveur qui sera collé à ton ballon d'eau chaude. Alors c'est pas une blague. Il y a ITA, qui est un projet de British Gas. Enfin, à l'origine, c'est un projet de British Gas. C'est devenu une boîte qui envisage donc de coller un Xeon 56 cœurs à ton Cumulus. Comme ça, vu sur le papier, ça paraît grotesque, mais c'est pas con en fait, non? Le Xeon, évidemment, 56 cœurs, ça fait du chaud, et donc ça sera refroidi par l'eau du Cumulus qui sera du coup chauffé. Quand le truc calcule, je sais pas moi, une image en 3D d'Avatar 4, un truc comme ça. Parce que, bien sûr, étant donné que le serveur sera dans une salle de bain ou un truc comme ça, et pas du tout dans un data center professionnel, ça implique une latence qui est sans doute pas compatible avec une utilisation de temps réel. Hein. Ça sera pour du calcul scientifique ou du rendu graphique distribué. Alors, bien sûr, s'il n'y a pas de travail, il y aura quand même une résistance standard au cas où tu aurais l'idée de vouloir te laver au mauvais moment, quand même.
C'est une idée sur laquelle, évidemment, on peut être un peu partagé. Alors, à la base, c'est quand même plutôt cool, parce que, bon, j'en rigole comme ça. Ça paraît mais pas con comme ça. Non, moi, je trouve sur le papier, ça paraît pas débile. J'imagine que c'est pas si simple. l'idée de récupérer la chaleur qui est forcément dégagée Ouais. par le calcul, ça part clairement d'une bonne intention. Et je conçois totalement, d'ailleurs, comme gros data center soit intégré directement à l'infrastructure de chauffage d'une ville, tu vois, ou d'un quartier, Ah oui. pour faire des économies. Et ça se fait déjà. Et ça, c'est vrai que c'est très bien, et il n'y a pas de problème. Après, évidemment, l'aspect décentralisé du truc amène Ouais. des questions. Tu vois, quelle durabilité, par exemple? Parce que le serveur, est-ce qu'il est facile à upgrader? Parce que sur 10 ou 15 ans, c'est un truc qui va devenir obsolète plusieurs fois, à mon avis. Hein. Ouais. Donc, comment vendre cette puissance distribuée, Intervention à tu vois, domicile. parce que c'est quand même un peu particulier comme truc. Comment caler la demande en calcul avec les besoins de la maison? Parce que s'il fait chaud et que j'ai pas besoin de trop chauffer l'eau, qu'est-ce qu'il fait le serveur? Il s'arrête? La puissance, du coup, est indisponible, tu vois? Et puis si le serveur est hacké, est-ce que mon réseau domestique, il est à risque? Parce qu'on est quand même chez moi, quelque part. Je suppose que ce truc va se connecter en Wi-Fi ou un truc comme ça, tu vois? Donc, bon, c'est intéressant. C'est une idée qui est pas comme forcément idiote, hein, qui est surprenante. Bon, une idée à suivre, à voir si vraiment c'est viable, quoi. Ouais, ça paraît difficilement applicable quand même et pas très réaliste par rapport à la mise en œuvre. Mais c'est vrai que sur le papier, c'est intéressant de te dire que d'un côté, on chauffe de l'eau pour du confort et de l'autre côté, on génère de la chaleur et c'est plutôt un problème pour des calculs. C'est vrai que quelque part, tu te dis qu'il y a peut-être une bonne idée à trouver pour arriver à mixer les deux, mais ouais, la mise en œuvre est pas si simple. Guillaume, on s'éloigne du matos, on va aller du côté d'Apple. On l'a dit dans l'épisode hebdomadaire, on a eu des petites annonces de la part d'Apple avec des M2 dans les MacBook Pro, les Mac Mini notamment. Pas de quoi fouetter un chat, du mieux en tout cas si vous voulez des machines plus récentes avec une efficience énergétique plus intéressante. Les M2, c'est forcément mieux. On verra. Et en tout cas, il y a des rumeurs par contre. Là, on est plus dans de la prospective, dans du futur. Il a toujours été dit par Steve Jobs, démonstration faite à l'appui, sur scène qu'un Mac tactile, c'est non, et les rumeurs reviennent à ce sujet. C'est intéressant, Guillaume. Et mais oui, on a deux rumeurs affriolantes pour Apple qui songeraient finalement à faire un Mac avec un écran tactile après avoir renaclé toutes ces années, après avoir imposé sa touch bar, finalement, voilà, de futurs Mac OLED qui pourraient accepter... pas question du stylet au passage. Hein, donc, non, il pourrait juste être frôlé, touché, caressé du bout des doigts. Mais il y a une autre non, ce que je veux dire, express. c'est qu'il n'était pas question non plus de proposer un stylet pour l'iPad. Et une fois Steve Jobs enterré, ça a été un sujet qui est arrivé au final. Donc bon. Ah oui, d'accord, pardon, oui, effectivement. C'est plus ça que je voulais dire. Oui. Donc quelque part, ils peuvent revenir en arrière par rapport au grand Mac, précepte de Steve. Mais bien sûr, écoute, autre rumeur express, l'iPhone 16 Pro pourrait ne plus avoir d'encoche. En tout cas, il se murmure sur Twitter, il y a une roadmap supposée d'écrans de moins en moins troués pour les iPhones au fur et à mesure des versions. La version Pro aurait un capteur Face ID sous l'écran qui serait généralisé à toute la gamme avec l'iPhone 17. On conserverait tout de même un petit trou pour la caméra parce que pour le moment ça nuirait trop à la qualité de passer sous l'écran, mais il existe un espoir quand même de voir tout disparaître sur l'iPhone 18 Pro en 2026. Guillaume, ton pronostic? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait maintenant de ces trucs-là, c'est dingue. Hein, même moi qui ai longtemps été passionné de ce sujet-là, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les noisettes au final, je trouve maintenant. Bon, c'est très bien. Allez, c'est bien, c'est forcément une évolution technologique. Pas de trou, c'est mieux. Pas de trous, c'est mieux. Voilà, à mort les trous. Et Apple qui, non content de contrôler de plus en plus d'éléments dans la production de son matériel, a peut-être envie d'aller un cran plus loin et pour quelque chose d'assez remarquable parce que il y a quand même beaucoup de ces produits qui intègrent des écrans. Il serait question, Guillaume, après les processeurs, ses propres processeurs qui développent leurs propres écrans. Incroyable. Ouais, une info Bloomberg indiquerait qu'Apple pourrait fabriquer ses propres écrans pour ne vraiment plus rien laisser aux autres boîtes. Apple, c'est vraiment un gros sociopathe. Hein. Il peut pas travailler avec les gens. Il veut tout contrôler, tout posséder. Il fait ses trucs, ses ports, ses langages, c'est énorme. La coopération, c'est lui, c'est le temps de réussir à se débrouiller tout seul, tu vois. Donc il y a eu les GPU, les CPU, bientôt les puces radio. Désormais, c'est commander des écrans à Samsung, c'est plus supportable. Alors c'est un bruit qui court en fait depuis 2018, voire 2014, puisqu'ils ont racheté une boîte qui travaille sur les micro-LED à cette époque-là. Alors les micro-LED, on en a parlé pour le CES, ça semble le futur des écrans, ça avance doucement, ça reste très cher pour le moment, mais ça avance pas assez vite pour Apple. Peut-être qu'ils compteraient débuter prochainement ces premiers petits écrans micro-LED sur des montres et sur son prochain peut-être casque de réalité mixte. Alors on ne sait pas si c'est celui qui arrive ou si c'est la version grand public qui arrivera un petit peu plus tard. Pour l'instant c'est un mystère, tout ça reste très très flou, il y a des dates qui flottent comme ça, comme 2024, 2025. Fabriquer des écrans, c'est
C'est pas simple, hein. C'est Ouais. loin du cœur de métier d'Apple en plus, donc c'est un vrai challenge. Je trouve assez incroyable qu'ils se lancent dedans d'ailleurs d'eux-mêmes, mais bon, qui sait. Après je- les processeurs, finalement. Mais je pourrais être agréablement surpris, hein, s'ils lancent un premier écran aussi spectaculaire que leur premier processeur, ouais, c'est clair que ça va inquiéter du monde, hein. Mais bon, ça va pas être facile. Après, je manque de foi à Apple, c'est traditionnel, je le sais. Mais cela dit, une question quand même qui se pose, c'est qu'autant on peut voir les évolutions qu'il peut y avoir en matière de performance, encore une fois, de performance énergétique sur des processeurs, tu peux toujours faire plus rapide pour toujours consommer moins. Pour les écrans, on arrive quand même à des choses qui sont remarquables. Et la situation d'aujourd'hui, je suis pas certain que grand monde ne se plaigne de la qualité des écrans globalement sur le marché, notamment sur des produits haut de gamme. Donc, pour arriver à faire autant un effet wow que pour les premiers processeurs, il faut sans doute se lever tôt du côté des équipes d'Apple, j'imagine. Mais bon, on verra ce qu'ils arrivent à nous proposer. Et par contre, ils gagnent pas sur tous les plans, Guillaume, Apple. Bon, on termine la section Apple avec 2 procès perdus. Et oui, les répercussions du premier sont même d'ailleurs potentiellement considérables, puisque ça pourrait stopper la vente des Apple Watch, des Apple Watch. Pas rien. Hein. Voilà, alors c'est dans ces montres, parce que c'est dans ces montres donc de série 6 et plus, hein, je crois qu'on trouve un capteur d'oxygénation dont la technologie violerait des brevets de Massimo, qui est par ailleurs spécialisé en technologie médicale et qu'Apple avait contacté en 2013. Alors, la rencontre avait pour objet une potentielle collaboration entre les deux marques, hein, mais Massimo n'en a pas un très bon souvenir. Selon lui, Apple est venu se faire son marché, hein, identifier les ingénieurs à débaucher pour se constituer une équipe capable de copier leur technologie. Et en 2020, après la sortie des montres, Massimo a poursuivi Apple pour violation de 10 brevets, et pour l'un d'eux, la Cour leur a donné raison. Donc Massimo veut donc interdire tout import d'Apple Watch sur le continent américain, c'est quand même un gros coup dur. Bon, Apple n'est pas content. Ils vont certainement faire appel, d'ailleurs comme également dans le procès perdu contre la CNIL, ici même, dans notre doux pays de France. Plus proche de chez nous. Ouais. Plus proche de nous, Apple aurait opéré un ciblage publicitaire pour l'App Store, pour le ciblage publicitaire sur l'App Store, sans requérir le consentement explicite des utilisateurs. Alors ça aurait été sur iOS 14.6 et avant. Techniquement, ils pouvaient bien désactiver le truc, mais c'était on par défaut, il fallait aller dans les réglages, tout ça. Donc ça a changé depuis, mais Apple violait donc à l'époque une loi qui était même pas le GPDR en fait, mais une loi européenne de 2002, et pour ça ils sont condamnés à payer 8,5 millions de dollars d'amende. Et ben ils sont pas contents, voilà, ils vont faire appel, pour la forme probablement, parce que qu'est-ce que ça représente pour Apple, 8,5 millions? C'est un dixième du salaire de Tim Cook en 2022 par exemple. Parce que tout compris, Tim Cook aurait gagné plus de 99 millions de dollars en 2022. Son salaire de base annuel, c'est 3 millions. Il y a 6 millions de bonus, et puis là aussi des parts Apple, ça représente 75 millions en 2022. À la demande de Cook lui-même, un nouveau calcul ne lui octroiera que 40 millions l'année prochaine. Ce qui fait un salaire projeté pour Tim Cook de 49 millions seulement, c'est presque la ruine. Il est au bord du caniveau. Mais bon, c'est quand même encore presque 6 fois ce que demande la CNIL, donc on est large. Ouais, on a peut-être le temps de voir venir. Je serais effectivement, ça paraît plus pour la forme si jamais ça continue dans les affrontements. Écoute, ils croient en leur combat, donc ils vont jusqu'au bout de leur combat, Guillaume. On aime bien parler d'Apple, on aime bien aussi parler forcément de Microsoft avec un appareil qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le Surface Duo, Guillaume. On parle de Microsoft, on parle de clapet, on parle de téléphone, on parle de téléphone à clapet. C'est une rubrique éclectique, certains diront bordélique d'ailleurs, mais commençons tout de suite. Alors donnez tort. Les téléphones pliants sont dans le vent. Et oui, déjà Microsoft arrête les frais avec la Surface Duo, qui consistait, pour le dire vite, à coller 2 téléphones avec une grosse charnière au milieu, et qui n'a jamais rencontré un succès faramineux. Quoi ? C'était naze. Moi, je comprends pas ces trucs de coller un deuxième appareil. Bon, pardon. Non, c'était bien pensé aussi. C'était voilà. Enfin, disons, sur le premier, ça marchait moyen. Sur le deuxième, ça marchait mieux. Après, ça n'a jamais eu un succès faramineux, ni mirobolant, ni mirifique. Enfin, c'était pas génial, quoi. La faute aussi a un prix assez considérable, parce que, en gros, 2 écrans de 2000 balles, hein, donc c'est logique, mais enfin, ça fait cher. Donc, Windows Central signe donc l'acte de décès, enfin, disons, croit avoir l'acte de décès de la Duo. Petit ange parti trop tôt, voilà, en battant de ses grosses ailes assez épaisses comme ça, flop, flop, flop. Mais bon, attention, ça serait justement que pour mieux repartir sur un véritable téléphone pliant. Un truc qui, d'après les rumeurs, ressemblerait quand même beaucoup à un Galaxy Fold, hein, on va pas se le mentir. Est-ce que c'est un hasard d'ailleurs si Bill Gates lui-même a un appareil Samsung ? Absolument, c'est un hasard. Mais néanmoins, il a vraiment un appareil Samsung, un Galaxy Z Fold 4, qui a été envoyé par Lee Jae-yong, le PDG de Samsung lui-même, probablement avec une boîte de chocolat et un gros bisou. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que quand on est super riche, on commence à te faire des cadeaux super chers. Donc oui, ça se confirme, être riche, c'est quand même vraiment pas mal. Mais bon,
Par ailleurs, Bill Gates affirme utiliser des logiciels Microsoft. Attention quand même, il manquerait plus qu'il n'utilise pas Outlook. Bah oui. Et il affirme qu'il a aucune idée du prochain téléphone de la marque, donc ça détruit vraiment totalement l'hypothèse que j'ai lancée en l'air tout à l'heure. Cela dit, Microsoft serait pas le seul à se voir plier à la mode, hein, puisqu'on attend le prochain Pixel Fold, dont on aurait déniché une maquette imprimante 3D, rien que ça. Quand je dis on, c'est Dave 2D, qui est donc un YouTuber qui a fait une vidéo sur ce qu'on peut déduire de tout ça. Ce qu'on peut déduire globalement, c'est que le Pixel Fold ferait donc 7,67 pouces dépliés. Il aurait un écran externe de 5 pouces 79. Des bords seraient assez larges, les bords de l'écran, je veux dire. On peut avoir l'espoir que la pliure du milieu soit un peu moins prononcée que celle du Galaxy en analysant un petit peu la charnière. Bon, quand je dis que le pliant est dans le vent, en fait, je parle pas de tous ces bijoux de technologie moderne, là, pas du tout. En fait, je parle de ce qui apparemment fait fureur chez une frange des jeunes. Quand je parle des jeunes, je parle des vrais jeunes, donc pas nous. Les Gen Z et les millennials. C'est clair. Voilà, eux, apparemment, il y en a une frange qui veut retrouver le téléphone à clapet de papa. Ces flip phones, tu sais, ces reliques des années 90, début 2000, qui deviennent des objets vintage tendance hein, chez les gens qui sont ados ou qui ont la petite vingtaine et qui donc sont beaucoup trop jeunes pour avoir connu l'époque où l'iMod était le top de la connectivité et ringardisait totalement le WAP. Oh la vache. Et si vous avez compris cette dernière phrase, c'est que vous ne faites pas partie de ces jeunes qui, voilà, parfois sur ces réseaux sociaux se vantent donc de la principale qualité de ces téléphones. Pour eux, la principale qualité, c'est qu'ils sont primitifs. Ben oui, ils obligent donc à une forme de déconnexion. Ils ne permettent pas de se perdre des heures sur TikTok ou Twitter. Ils prennent que des photos moches, de toute façon, donc c'est vain d'essayer d'avoir l'air comme dans une pub Dior, voilà, pour être au niveau sur Instagram. Hein. Ils te harcèlent pas de notifications qui proviennent de 4 douzaines d'apps variées, dont 5 jeux qui t'exhortent absolument à te connecter pour pas perdre ton bonus quotidien, parce que sinon il est perdu, attention, ton bonus quotidien, viens chercher tes pièces d'or. Bon. Bref, ils sont vus comme une sorte de libération pour un certain nombre de jeunes qui, du coup, passent moins de temps devant l'écran hein, et disent donc interagir plus avec des gens en vrai qui doivent aller voir avec leurs pieds. Et au passage, ces téléphones coûtent que dalle, ce qui est aussi appréciable. Donc le téléphone à clapet rejoint tous ces appareils un peu rétro et qui sont redevenus désirables. Les écouteurs chez une génération qui ne les a pas connus effectivement, comme les Polaroid, par exemple. Les appareils photo compacts des années 2000-2010, qui reconnaissent une nouvelle vogue. Le vinyle aussi, la cassette, et tu le disais, les casques filaires, on en avait déjà parlé. Alors, combien de jeunes en fait sont attirés par un mode de vie donc plus analogique? Quelle proportion ça représente surtout du tout? Honnêtement, je sais pas. Mais encore plus qu'avec les appareils photo ou la musique, ce revival du téléphone, c'est des téléphones qui ne sont pas du tout smart. Ça révèle peut-être une véritable fatigue technologique. Une fatigue, voilà, du flux constant d'informations, de l'exposition, de la comparaison aussi constante des réseaux sociaux, de l'immédiateté hein, qui est devenue la norme à tous les niveaux, voilà, d'un mode de vie forcément performatif en permanence. Alors pourquoi pas se poser un petit peu, tu vois? Tu prends des photos avec ton appareil, ton véritable appareil photo compact, tu chargeras plus tard avec ton PC, t'as le temps. Tu vois, tu te poses pour écouter une cassette de Dépêche Mode sur ta chaîne IFI Sony, et voilà, on était sûr que le bon vieux Motorola ne sonnera que si c'est important, et voilà. Voilà, perso, moi je ressortirais bien ma GB ASP, un petit Game Boy un petit Advance Wars là. Effectivement. Ah oui, Advance Wars, c'était très très bon ça, effectivement. Je l'ai, hein, faudrait que je relance ça. C'est marrant parce que je rêverais que mon fils soit comme ça. Malheureusement, j'ai l'impression que je les ai un petit peu pervertis et qu'ils sont un petit peu biaisés dans leur consommation numérique, même si évidemment j'essaye d'encadrer tout ça. Pour terminer, Microsoft, cette rubrique Microsoft Guillaume, pas si bordélique que ça, moi je trouve. On va parler un petit peu des HoloLens qui étaient souscrits par l'armée. Il y a un problème. Ouais, pour finir, Microsoft et son super contrat avec l'armée à 400 millions pour des HoloLens sur le champ de bataille. Et donc, ce mot c'est caput, hein, parce que en fait, le Congrès n'a pas tellement envie d'acheter 6900 casques. Alors ceux qui sont déjà en service ont déjà provoqué, je cite, des désordres physiques mettant en péril les missions. Voilà, comprendre que les HoloLens ont fait vomir les soldats et que c'est un peu contre-productif. Alors Microsoft est bien conscient que ça fait désordre et prévoit donc une version 1.2 de leur IVAS. Alors, IVAS, c'est Integrated Visual Augmentation System. Et avec un nouveau format, voilà, un nouveau truc plus confortable, plus léger, et aussi plus discret, c'est-à-dire pas avec des lumières qui clignotent toute la nuit et qui te font passer pour un arbre de Noël, parce que c'est pas idéal non plus, question de discrétion, tout ça. Et bon, si tout se passe bien à terme, ça pourrait quand même aboutir à une commande de pas moins de 120 000 casques IVAS, et ça serait un gros débouché pour les HoloLens, parce que pour le moment, c'est vrai que c'est une clientèle un peu niche. Enfin bon, ça c'est si tout se passe bien, et ben là pour l'instant ça se passe pas bien.
Pas simple de savoir ce qui va advenir de ces outils-là. Ça se passe moyen. En fait, ça aurait pu se prévoir, ou peut-être se tester aussi. Je me rends pas compte. Enfin bon. On met de côté la rubrique Microsoft et puis on va terminer par la rubrique qui n'intéressera donc pas les générations à venir qui ne seront pas connectées, qui n'auront pas de smartphone pour aller sur les réseaux sociaux. Mais nous, on va vous parler de ce qui vous intéresse aujourd'hui. C'est justement un peu tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux. Il faut qu'on reparle un petit peu de Mastodon, Guillaume. Mais oui, c'est même une petite section de Twitter. Ouais. Allez, on fait ça vite, comme on arrache un sparadrap. Non, on va y aller doucement plutôt. Et je vais commencer avec Mastodon. Tout est bon dans le Mastodon. Alors, tout est bon, mais tout le monde ne s'en rend pas compte parce que, quand même, grâce, si on peut dire, à Elon Musk, Mastodon a gagné 2 bons millions d'utilisateurs fin novembre. Donc, il était à 2,5 millions d'utilisateurs actifs sur 30 jours. Malheureusement, ça a baissé depuis autour de 1,8 million. Donc c'est encore un peu tôt pour dire en fait si c'est stable ou si ça va encore baisser doucement, je sais pas. Mais bon, quoi qu'il arrive, soyons clairs, au final, ça sera toujours mieux que les 500 000 utilisateurs qu'il avait avant. Donc avant Musk. Après, de là à détrôner Twitter, c'est pas super bien parti. Et pourtant, il continue de faire des conneries, Twitter. C'est pas faute d'y mettre du sien. Après un mini-scandale sur les hashtags pédophiles qui n'a été pas repéré par l'équipe en place, on a des applications d'IRS très populaires qui utilisent l'API Twitter et qui ne marchent plus. Sans qu'on sache pourquoi, surtout sans qu'à ce jour, Twitter n'ait fait de commentaires. Un silence assourdissant qui en dit long, comme on dirait dans les meilleurs reportages TF1 du 20h sur la petite criminalité dans les zones périurbaines. En fait, je mens un petit peu parce que je viens de voir passer que finalement Twitter avait apparemment confirmé, il me semble, que c'était intentionnel. Donc ça s'est révélé sur des pannes de Tweetbot, Twitterific ou Phoenix, des applications qui sont très populaires pour accéder à Twitter. Et donc ça a l'air d'être vraiment tout à fait intentionnel. Pourtant, Elon avait bien dit qu'il n'allait pas toucher aux API, mais bon, tu sais ce que dit Elon. Donc le fait, de toute façon, on s'en doutait parce que le fait que TweetDeck, racheté par Twitter en 2011, fonctionne toujours, elle, quand même, est suspect. Toujours, voilà. En plus, Tweetbot avait pu être ramené à la vie après que l'auteur ait utilisé une ancienne clé. Il a changé de clé, c'est reparti. Puis après, ça a été temporaire parce qu'après, apparemment, ils s'en sont rendus compte et donc ils ont fini par le désactiver. Donc la page pour accéder à l'API n'existe plus. Il y a des fuites de discussions internes de toute façon sur le site. Clairement une fermeture intentionnelle. Enfin, oui, voilà. Il y avait des leaks effectivement sur The Information qui confirmaient que c'était pas du tout un accident. Bah oui. Donc c'est fait de façon fort cavalière, voire franchement dégueulasse, et ça va certainement dégoûter plus d'un. Pourquoi ils ont fait ça? Après, c'est sans doute pour changer les modalités d'utilisation de l'API de base et de forcer les devs à communiquer des stats, à garder le plus de contrôle possible sur ce que voient les utilisateurs et surtout les obliger à afficher de la pub. Oui, c'est ça, les forcer à utiliser les clients officiels qui, eux, affichent la pub et ne peuvent pas être squeezés sur les clients alternatifs. Exactement. Car Twitter, tu vois, c'est un petit oiseau rachitique qui a que la peau sur les plumes. La peau et les plumes sur les os. Voilà, il a faim ce petit oiseau. Faut lui cacher et vite, quitte à être un peu brusque. Une autre voie pour ramasser du pognon, d'ailleurs, qui va bientôt arriver, c'est le service de paiement avec les Twitter Coins, achetables avec du vrai argent. Donc, il va permettre de rémunérer les tweetos. Et tweetos que vous aimez le plus, pour ceux qui font, quoi. Donc, c'est un système qui est très proche des Reddit Coins, en fait. Et donc, on sait désormais que ce système sera propulsé par Stripe. Et ça a été une petite déception dans la communauté Dogecoin. Il faut les comprendre, Elon, c'est quand même le Doge Favor. C'est lui qui a promu cette altcoin au rang des célébrités spatiales, puisqu'il est censé lancer la mission SpaceX Doge 1 en mars. Donc c'est une mission pour un satellite scientifique pour laquelle, longtemps, on pouvait même contribuer en Dogecoin. Donc de là à penser qu'Elon utiliserait les Dogecoin pour payer Twitter, il y avait quand même un gros pas. Mais bon, parce qu'il faut pas déconner, là c'est du sérieux, il y a des milliards en jeu, donc le Shiba, il va rester à la niche, pas cher. Il y a Elon Musk qui a annoncé en fanfare là cet après-midi le fait qu'il y avait un contrat qui était signé avec pas mal de sociétés de médias, évidemment pour rassurer peut-être les autres investisseurs en disant vous regardez, vous voyez, il y en a qui continuent à travailler avec nous. C'est beau. Au passage, il y a c'est marrant, j'ai suivi un petit peu les développeurs de Tweetbot, qui est un client alternatif qui est pas mal apprécié, je crois, notamment dans l'environnement iOS de Twitter. J'ai l'impression que c'est un motif d'ailleurs pour certains de ne plus du tout aller sur Twitter, que de ne plus avoir accès à Twitter depuis Tweetbot, parce que vraiment c'est le truc incontournable pour eux tellement ils aiment cette app. Et les développeurs évidemment soulignent le fait que ça va être forcément une baisse de revenus pour eux, tu m'étonnes. Par contre ils sont en train de développer un client dans le même esprit, avec les mêmes qualités, mais pour Mastodon, et je pense qu'il est évidemment très attendu parce que ça peut aider à développer ce réseau social. Moi j'aime toujours bien Mastodon, tu vois, j'y passe pas
des heures, mais en fait, quelque part, est-ce que c'est pas mieux? Moi, je trouve ça très bien. J'ai des Mais échanges, j'ai des infos, c'est sain. Peut-être c'est sain parce qu'il n'y a pas grand monde aussi, mais bon. Bah, ça, je sais pas, mais en tous les cas, c'est vrai que passer moins de temps sur un réseau social, c'est peut-être tout à fait mieux, en fait, parce que c'est le boulot d'un réseau social de te conserver, de te garder captif, hein, donc ouais, ça c'est clair. Puis bon, c'est vrai que bon, enfin, ça a été fait de n'importe quoi, c'est vraiment une casse. C'est vraiment une casse de l'écosystème Twitter, quoi. Je veux dire, s'ils ont pété les trucs comme ça, sans rien dire, de manière unilatérale, ils ont rien dit à personne. C'est pas des manières, quoi. C'est pas très sain. Écoute, c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est qu'on trouve toujours pire, Guillaume, et moins sain que Twitter. Est-ce qu'on peut trouver quand même? Bah écoute, oui, on parle de Twitter qui part en cacahuète, mais ça va quand même pas si mal si on le compare à Parler. Un temps, Parler aurait pu être acheté par Kanye West. Bon, voilà, j'avais peur. Ça s'était pas fait, ça? J'étais convaincu que ça avait été... Ah, d'accord. Non, okay. non, ils ont mis fin, ils ont mis fin d'un commun accord, voilà, dans l'intérêt des deux parties. Parce qu'en gros, Kanye West est parti tellement en sucette que même Parler l'a trouvé trop hardcore. C'est pour dire. Et bon, apparemment, c'était un peu le rachat de la dernière chance, parce que là, Parler licencie sec, hein, les 3/4 en fait des effectifs sont partis, il resterait une vingtaine de personnes en poste. C'est pas bien gros. Heureusement, le réseau n'est pas bien gros non plus. Hein. Il se fait même rouler dessus par Truth Social, c'est le réseau à Donald. c'est dire. Et oui, de Truth quand même, qui enregistre dans les 10 millions de visites les bons mois. Alors pour te donner un ordre d'idée, c'est quand même 7 milliards pour Twitter. Mais bon, c'est quand même, ça existe. Voilà. Donc Parler peut avoir peur, hein, parce que même Mastodon lui est passé devant. Ouais, c'est vrai que ça c'est... Bah, allez, petit succès, on va dire. On le qualifiera comme ça, en tout cas. TikTok, alors ça je me rappelle Guillaume, on a eu toute une période de notre vie podcastique où on a suivi les affres d'autorisation autour de TikTok, question d'être banni, question d'être racheté. C'est marrant, il était question là je voyais aujourd'hui de réenvisager le fait qu'il soit banni. Alors j'ose plus trop aborder ces news avec sérénité, on sait jamais trop où ça nous mène. Tu nous remets en tout cas le fait que TikTok est réattaqué, Guillaume. Ouais, TikTok est réattaqué, mais c'est pas le seul en fait. Hein. TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, c'est Seattle qui les accuse de provoquer une crise majeure de santé mentale chez les jeunes. Et globalement, c'est quand même une attaque assez énorme. D'ailleurs, le dossier est assez énorme, il fait 91 pages que j'ai pas du tout lu. Et en plus, il y a des doubles interlignes. Franchement, pourquoi tu fais ça? Ils auraient pu faire 45 pages. Bien. Là, j'aurais lu. Non, je mens certainement pas non plus. Mais bon, voilà. Donc, ils sont accusés d'exploiter la psychologie de leurs utilisateurs pour les pousser à passer autant de temps que possible sur la plateforme. Effectivement, c'est leur métier. Donc, oui. Bon, le résultat global, c'est que voilà, le nombre de jeunes déprimés n'a fait que croître en 10 ans. On a 30% de jeunes fortement déprimés supplémentaires. Hein. Les problèmes mentaux sont aussi en augmentation constante et le suicide est devenu la deuxième cause de mortalité chez les jeunes. Et là, je m'interroge parce que du coup, c'est quoi la première? Moi, je pensais que c'était la première, tout simplement, et depuis. Alors, comme on est aux US, et j'ai peur que ça soit les morts par arme à feu. Oh, quand même. Mais bon, faudra vérifier, je sais pas. Enfin bon, voilà, grosso modo, c'est un argumentaire qui fait pas mal écho à celui de Francesca Haugens chez Facebook, dont on parle plus depuis assez longtemps, mais bon, voilà, t'en as beaucoup parlé en son temps. Ça va sans doute être difficile de faire la part des choses de ce qui déprime vraiment les gamins, parce que c'est pas comme si tout allait super bien dans le monde par ailleurs, oui, tu vois. Il y a une corrélation en tout cas. Est-ce qu'il y a une causalité? Dans quelle proportion? C'est difficile à dire, mais oui. Bon, enfin, en tout cas, le nombre de parents mécontents semble continuer de croître, quoi, et bon, voilà, le nombre de procès de ce type va augmenter aussi. Alors, c'est vrai qu'en plus, on parle très souvent de Meta, on parle très souvent, de manière pas très flatteuse, de Meta. Ah oui. Après, bon, c'est pas notre faute, ils font souvent des conneries aussi, hein, je veux dire. Mais, oui, bon. Est-ce qu'on a le scandale Meta de la semaine, Guillaume? Ben non, là, pour l'instant, ils ont fait des trucs bien. Donc là, on peut le dire aussi, ils ont fait des trucs plutôt bien, par exemple. Faut savoir le dire. Mais oui, un domaine où ils s'amendent, par exemple, c'est sur les biais qui avaient été constatés sur certains types de pubs. Par exemple, dans le domaine du logement, où les algos avaient tendance à tordre un peu la démographie cible, même si l'annonceur demandait rien. Donc ils ont été un petit peu obligés à remarquer, hein, puisque c'est en 2019, rappelez-vous, Facebook avait été accusé de discrimination quand on a découvert qu'on pouvait exclure des catégories de population de pubs pour des logements. Alors qu'il y a une loi contre ça. Donc depuis, Meta a travaillé avec le département de la justice et du logement, les départements de la justice et du logement, pour virer certains critères de ciblage et pour introduire même aussi des trucs supplémentaires, par exemple
ils introduisent régulièrement dans les données une certaine quantité de bruit pour éviter que l'algo n'apprenne tout seul trop de choses sur certaines personnes et se mette à le discriminer lui-même. Donc ils mettent en place un système qui apprend à la volée, à montrer de la pub plus ou moins souvent à certaines catégories de personnes pour respecter l'équilibre dans les démographies, etc. Donc voilà, ça, il y a ça. Puis il y a un autre domaine où ça s'améliore un peu. Donc il faut limiter les possibilités de ciblage publicitaire pour les mineurs. Enfin, pas des masses, hein. Les annonceurs pourront plus cibler par sexe. Ils pourront toujours cibler par âge, par localisation géographique aussi, mais voilà, plus par sexe. Donc les petits, les kids, là, pourront aussi avoir un peu plus de contrôle sur les sujets sur lesquels ils peuvent avoir de la pub. Bon voilà, jeune public très prisé par les réseaux sociaux, tout le monde est jaloux de TikTok, et voilà, est-ce que c'est le symptôme d'un vrai problème de santé publique, comme ils disent à Seattle, ou pas? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas à quoi tous ces procès vont aboutir. De toute façon, on verra bien, mais pour l'instant, on va dire que les grandes actions politiques pour réformer les big tech semblent de moins en moins probables. La fenêtre s'est refermée, on va dire. Parce que là, il y a Kevin McCarthy qui a été élu speaker à la Chambre des représentants. Bon, il clame sur tous les toits qu'il veut réformer, mais en vrai, c'est que de la gueule. Parce que en gros, il est obnubilé uniquement par les supposés biais gauchistes, il semble avoir aucune idée plus large, en fait, aucune hauteur de vue. Il va probablement rejeter toute alliance bipartisane, ce qui va mécaniquement annihiler toute possibilité de passer quoi que ce soit. Il a déjà fait capoter une tentative de réforme antitrust en septembre, et il passe son temps à dénoncer Lina Khan qui peut pas piffer à la FTC. Bon, que de la gueule, et en attendant, ma foi, ça fait bien les affaires des multinationales, hein, qui peuvent reprendre du popcorn et regarder passer le truc. Et voilà, et quant aux jeunes, les pauvres, moi, si j'avais un conseil, ce serait, prenez-vous un téléphone à clapper, une petite Game Boy, et buvez un chocolat chaud dans un plaid près de la fenêtre, au calme. Une Switch. Prenez-vous une Switch puis allez jouer aux jeux vidéo, c'est simple. Merci beaucoup Guillaume pour cette revue complète de l'actu. Je pense que là, entre l'épisode hebdomadaire et cet épisode supplément, vous pouvez refermer vos oreilles et vos yeux autour de toutes les autres sources d'informations tech. Je pense que vous avez eu tout ce qu'il fallait. Et si vous avez peur de manquer ce qui va arriver, rassurez-vous, vous êtes abonné à Tech Café. Donc on va revenir dès la semaine prochaine avec les informations qui vous seront packagées, livrées, toutes chaudes dans votre smartphone ou dans votre Walkman. J'ai vu que Guillaume, je sais pas si t'as vu ça aussi, mais que Sony continue à faire des Walkman qui sont ni plus ni moins que des smartphones Android un peu bridés avec des boutons. Mais bon, bref, vous aurez en tout cas la possibilité de continuer à nous écouter dans Tech Café semaine après semaine. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ah mais moi tu me retrouves dans un plaid près de la fenêtre avec un chocolat chaud au calme. Tu me donnes envie d'un chocolat chaud là. En plus il y a des crêpes, j'en ai juste une à réchauffer. En plus il fait refroid, il faut la il fait refroid. Mais oui. Je gratte mon pare-brise, c'est pas bien. Merci beaucoup Guillaume, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur les réseaux sociaux dans quelques jours au Amiens Tech Festival le 26 janvier. Décidément, j'aurais fait de la promo. C'est gratuit, on va parler de plein de sujets, pas que de tech d'ailleurs, c'est très très cool. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'oubliez pas, si jamais vous trouvez un quelconque intérêt à ce podcast, si jamais ce rendez-vous il est important pour vous, si jamais vous avez un petit sourire quand vous voyez qu'il y a la petite pochette de Tech Café qui apparaît dans votre app de podcast, rendez-vous sur les plateformes justement de podcast pour dire que vous aimez ces émissions-là et sur patreon.com/techcafé pour envisager un soutien. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.